Et ça aurait pu être, ma vie aurait pu être un peu plus compliquée parce que j'aurais pu finir analyste programmeur ou développeur de jeux vidéo. Et Dieu merci, je suis devenu psychologue parce que les motivations et puis comprendre les comportements des personnes, c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc je suis devenu psychologue et puis j'ai commencé à travailler avec des enfants principalement. Et puis au bout de 12 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui changeait un peu, c'est que les enfants ils venaient en psychothérapie. Je travaillais dans un CNPP, un centre médico-psychopédagogique, et ils venaient en psychothérapie avec des Nintendo DS dans la poche. Alors ça changeait un peu la donne parce que quand je m'intéressais à ce qu'ils amenaient, parce qu'avant ils amenaient des bouts de cailloux, des cartes Pokémon ou des billes, et bien j'étais assez surpris de leur réaction parce qu'ils avaient tendance à me faire comprendre qu'ils étaient à peu près persuadés que je ne savais rien des jeux vidéo. Alors j'étais extrêmement vexé parce que je jouais aux jeux vidéo bien avant leur naissance, puisque j'ai commencé sur un ZX81, une petite machine comme ça qui avait 1 kilooctet de mémoire vive. Mais même avec ce grand pouvoir magique, ça ne changeait rien du côté des enfants. Ils étaient toujours persuadés que finalement les jeux vidéo c'était vraiment leur truc. Alors j'ai commencé à me poser des questions un peu sur les jeux vidéo. Je me suis rendu compte que des professionnels utilisaient les jeux vidéo comme objet de médiation et j'ai commencé à me lancer dans l'aventure des jeux vidéo en les utilisant comme objet de médiation dans le cadre de psychothérapie et puis en réfléchissant un peu sur la manière dont les enfants utilisent les jeux vidéo et sur ce que les jeux vidéo apportent aux enfants ou ce que les jeux vidéo retirent aux enfants, puisque paraît-il les jeux vidéo, ça a pas mal de défauts. Les jeux vidéo ça rend idiot, que les jeux vidéo c'est une drogue qui est éminemment dure. J'ai des collègues qui ont parlé de cocaïne numérique, vraiment, donc c'est vraiment quelque chose de très très dangereux. Troubles visuels, mais ça il n'y a pas que les collègues. Ma grand-mère déjà me disait arrête d'être près de la télé, tu vas t'abîmer les yeux. Parce qu'à l'époque, le ZX81, il fallait le brancher sur le téléviseur du salon, c'était vraiment la très très belle époque. Donc voilà, j'ai commencé à me documenter, à réfléchir sur les jeux vidéo, ce qui m'amène aujourd'hui à être essoufflé, un peu en retard, mais à être content de vous parler des jeux vidéo. Alors ce que je vous propose de faire, même si du fait de la pyramide des âges, j'imagine que certains doivent savoir un peu mieux que les autres ce que c'est que League of Legends, mais je vais commencer par décrire un peu les types de jeux vidéo. Ensuite, on verra quels sont les problèmes que posent les jeux vidéo aux enfants, et puis on fera comme font les enfants, le meilleur pour la fin. On verra les éléments intéressants que les jeux vidéo apportent, et ensuite ce sera le moment d'ouvrir la discussion. Alors les jeux vidéo, quand on parle des genres de jeux vidéo, c'est déjà une très bonne manière de démarrer une querelle, parce qu'il y a 1001 genres. Enfin 1001 genres, j'exagère un peu, mais au dernier recensement qui a été fait par un Américain qui s'appelle Wolf, qui a écrit une encyclopédie sur les jeux vidéo, il a identifié 42 genres. Et bien entendu, quand il a publié son encyclopédie, tout le monde lui est tombé dessus en disant « mais non, c'est pas 42, c'est 47, parce qu'il en manque quelques-uns, ou il y en a trop, etc. » Alors, au risque de susciter quelques polémiques, j'ai construit moi très rapidement une classification qui est juste utile pour vous faire sentir un peu comment les choses marchent. Alors dans les grandes familles de jeux vidéo, on a tout d'abord les jeux vidéo d'action. Ce sont des jeux vidéo qui s'appuient sur la rapidité de décision et sur les réflexes. Ce sont probablement les premiers jeux vidéo qui apparaissent, puisqu'on considère qu'en 1962, dans l'histoire de l'humanité, c'est une date qu'il faut marquer d'une pierre blanche, puisque c'est à ce moment-là qu'au MIT de Boston, 4 jeunes gens programment un jeu vidéo qu'ils vont appeler Space War. Et ce Space War va avoir une descendance infinie et donner lieu à beaucoup d'autres jeux vidéo. Donc dans un jeu vidéo d'action, vous avez des actions à faire. Il faut par exemple déplacer un personnage, sauter, éviter des obstacles, tuer les ennemis qui viennent vers vous. Et vraiment le fun du jeu, c'est de faire les choses
c'est de développer des compétences basées sur la rapidité de décision. Hein. Vous n'avez pas vraiment le temps de réfléchir, il faut vraiment être en accord avec la machine. Si vous allez sur YouTube et que vous regardez certaines vidéos de gamers sur des jeux d'arcade, vous verrez que c'est vraiment une chorégraphie avec la machine parce que les joueurs finissent par connaître les déplacements au millième de seconde près et ils sont capables de se placer au bon endroit, au bon moment. Alors dans les jeux vidéo d'action, vous avez typiquement les jeux de baston. Les jeux de baston, qu'est-ce qu'on fait? On se bagarre, on prend deux personnages face à face et puis on combat généralement à main nue avec des arts martiaux plus ou moins exotiques. Vous pouvez aussi avoir un opposant les deux opposants qui utilisent des armes, mais le fun du fun, c'est quand même de se battre à main nue. Dans ces jeux, vous avez des jeux comme Tekken, Virtua Fighter, etc., qui sont même utilisés dans le cadre du sport électronique. Quand vous choisissez le personnage, vous pouvez choisir souvent entre un personnage masculin et un personnage féminin. Par des plus grands hasards qui se répètent beaucoup dans les jeux vidéo, les personnages féminins sont très dénudés. Je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'elles vivent au tropique ou elles n'aiment pas la sensation du tissu sur leur peau de pixels, mais généralement elles sont en moitié nues. Leurs contreparties masculines sont très très bien habillées. Alors, par exemple, un boxeur va être habillé comme un boxeur et une boxeuse va être habillée comme une danseuse brésilienne. C'est vraiment un pur hasard et puis voilà, c'est quelque chose qui caractérise les personnages féminins dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo d'action, vous avez aussi toute la série des jeux d'arcade, avec la grande famille des Mario, ou les jeux de plateforme, dans lesquels vous sautez de plateforme en plateforme en évitant des ennemis, puis en jetant sur les ennemis des objets plus ou moins contondants pour les tuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore dans les jeux? On a les FPS, les First Person Shooter, les jeux de tir en première personne qui vous transforment en John Rambo ou en Navy Seals. Vous êtes un personnel militaire, vous avez une action à faire. La plupart du temps, il faut rétablir la paix dans le monde, enfin la paix américaine. C'est assez rare que vous vous retrouvez dans l'armée française. Peut-être qu'il n'y a pas assez de c'est pas assez hollywoodien. Voilà. Il faut dire que l'armée française, enfin moi c'est comme ça qu'on me l'a vendu, que je l'ai appris dans les livres d'histoire, hein, on est très très fort pour perdre nos batailles et perdre nos guerres. On a très bien perdu Dien Bien Phu, enfin il y a plein de choses, plein de batailles qu'on a perdues, alors que les Américains racontent les choses de façon tout à fait autrement. Hein. Même quand ils ont perdu quelque chose, ils arrivent à en faire des images tout à fait héroïques. Il n'y a qu'à voir la chute de Hanoï, vous avez plein de films hollywoodiens où franchement vous avez envie d'être américain plutôt que d'être vietnamien au moment où Hanoï tombe pendant la guerre du Vietnam. Donc dans ces jeux, vous êtes donc un personnage militaire, vous vous déplacez dans un environnement en 3 dimensions, vous avez une multitude d'armes à votre disposition et vous avez des ennemis tout aussi variés qui ne rêvent que de vous faire la peau. Ces jeux commencent vraiment à être très populaires à partir de Doom 2, parce que les machines commencent à être suffisamment puissantes, et là vous vous retrouvez dans un environnement, vous avez vraiment une impression de très grande liberté. Et ce qui était spécifique avec ces jeux, quand ils ont vraiment commencé à se développer, c'est que vous aviez une impression de très grande fragilité. Avant les FPS, quand vous jouiez à un guerrier, vous étiez généralement dans un char de combat, et vous avez le sentiment d'être protégé par le blindage du véhicule. Lorsque vous jouez à Doom, franchement, vous avez le battle dress, le couteau, et en face de vous, des aliens qui veulent vous tuer. Alors quand vous tombez sur une tronçonneuse, vous êtes vraiment très content de pouvoir la démarrer pour pouvoir défendre votre peau. À côté des jeux de combat qui sont basés, c'est vraiment un truc important, sur les réflexes, la rapidité, la compétence, vous avez des jeux qui ont un rythme beaucoup plus lent, qui sont basés sur la stratégie, qui sont des jeux de stratégie en temps réel. On peut se les représenter comme des jeux d'échecs dans lesquels les pièces se bougent pendant toute la partie. Vous savez que pendant les jeux d'échecs, vous jouez votre partie, vous jouez votre coup, et vous devez attendre une dizaine de minutes que votre cousin Kevin, qui est très intelligent, tout le monde le dit dans la famille, décide enfin de faire son coup de E4, alors que tout le monde sait que c'est ce coup-là qu'il faut jouer. Et c'est Kevin, il est comme ça, il est très intelligent, il aime vous faire attendre. Personne ne s'appelle Kevin. Non.
Avec les jeux vidéo en temps réel, vous n'avez pas ce problème-là, parce que quand vous jouez votre pion, si Kevin ne bouge pas, eh bien vous avancez votre pion, et vos pions, et vous construisez votre stratégie. Ce qui est fun dans ces jeux, c'est être un mastermind, un génie, hein, et d'avoir un contrôle total de la partie, de gagner le plus rapidement possible, parce qu'il y a quand même cette idée, hein, plus c'est rapide et brutal, mieux c'est. Les parties longues qui durent des années, ça existe, hein, il y a des records comme ça qui ont été détenus. Il y a des joueurs de jeux vidéo qui ont été assez fous pour jouer à Civilization pendant un jeu de stratégie en temps réel pendant une dizaine d'années, la même partie, 10 ans. Hein, et au bout de 10 ans, ils sont allés sur un forum en disant voilà, ça fait 10 ans que je joue à Civilization, voilà l'état du monde, il n'y a plus un seul brin d'air, tout a été détruit, il y a 3 grandes puissances qui se tapent dessus à coups de bombes atomiques. J'ai essayé de développer une civilisation démocratique, parce que dans Civilisation, vous avez plusieurs modes de gouvernance. Hein. Vous pouvez, si vous êtes comme moi, un peu psychologue, vous dites, bon, moi je vais faire une civilisation, elle va être basée sur le partage et le savoir. Donc vous développez des universités, vous donnez beaucoup d'argent à la recherche, etc. Les Uluwari avec des lances véridiques, hein, avec des lances et des flèches, ils rasent votre civilisation. La partie suivante, vous décidez de mettre en place un communisme pur et dur, où tout le monde fait ce que vous décidez de faire, et là, vous construisez des chars de combat, et vous allez voir les Zoulous, et ça se passe tout à fait autrement. Donc, dans ces jeux, donc, vous construisez des stratégies, et vous essayez de venir à bout de votre adversaire le plus rapidement possible, et le modèle sous-jacent, c'est vraiment le jeu d'échecs. Hein. Il y a même des... Vous savez qu'au jeu d'échecs, vous devez maîtriser les 10 premiers coups pour pouvoir arriver au milieu de partie dans une position qui est à peu près bonne. Dans les jeux de stratégie en temps réel, vous avez aussi des lignes stratégiques à connaître, et si vous ne connaissez pas vos gammes, votre vie de joueur va être compliquée parce que vous allez perdre plus souvent que nécessaire. Souvent, ce sont des jeux qui sont organisés sur une mécanique simple. Vous devez ramasser des ressources pour développer des bâtiments et dans les bâtiments produire des unités de combat et à partir avec ces unités de combat, les envoyer sur votre adversaire. À côté des jeux de stratégie, on a des jeux de simulation dans lesquels on simule. Alors, on simule tout et n'importe quoi. On a simulé la conduite automobile, on a simulé les avions de chasse. Comme moi, vous avez été traumatisé par le film Top Gun et que vous vous réveillez la nuit en criant Fox One, ou en pleurant parce que Goose est mort, et bien, vous avez US Naval Battle Fighter dans lequel vous pouvez piloter un F-14 et franchement, je peux vous dire que se poser sur un sous-marin, du coup je dis des bêtises, se poser sur un porte-avions, parce que souvent je tombais dans l'eau en fait, hein, se poser sur un porte-avions dans un océan déchaîné, franchement, c'est pénible et c'est bien d'avoir la touche automatique pour pouvoir se poser tranquillement. Alors on a même simulé des choses qui n'existent pas encore. Hein. Moi j'ai été pilote de X-Wing, beaucoup. Hein. J'ai fait des missions dirigées par l'amiral Akbar. Et alors, au début, quand vous jouez à X-Wing versus TIE Fighter, la première mission, vous faites next pour arriver juste au combat. Hein. Et puis vous vous rendez compte qu'en fait non, ça ne marche pas parce que l'amiral Akbar, il a un plan. Et vous êtes un pilote de la rébellion et vous devez faire exactement ce qu'on vous dit de faire. Donc quand vous êtes dans la vague 4, vous restez dans la vague 4 et s'il faut abattre juste parce que vous êtes dans la vague 4 tel destroyer, vous n'avez pas intérêt à aller faire le malin et attaquer un autre, il faut faire le job. Donc au final, vous sortez votre papier, votre crayon et vous notez tout ce que l'amiral Akbar vous dit pendant le briefing pour pouvoir faire les choses en ordre, sinon vous ne réussissez pas. Dommage collatéral de cela, quand vous regardez à nouveau les films de Star Wars, franchement, vous trouvez que Yann Solo, c'est pas le meilleur pilote de la galaxie, quoi. Son Faucon Millennium, il le manipule très très mal. Si vous êtes un bon pilote de TIE Fighter, il y a longtemps que vous l'auriez abattu. Hein. Alors je vous raconte un peu ça pour vous dire que, c'est un peu en annexe, mais que le monde du jeu vidéo, il est connecté aux autres médias et que ce que l'on fait dans les jeux vidéo, ça nous permet d'approfondir l'expérience que l'on a avec d'autres médias. Hein. Quand je regardais Star Wars, bon, voilà, les combats, c'était intéressant, mais après avoir été pilote de
X-Wing et de TIE Fighter, franchement, on regarde ça d'un autre œil. On a simulé aussi la vie familiale, vous avez sans doute entendu parler du jeu vidéo Les Sims. Formidable, donc vous créez un Sims, ou 2, ou 3, une petite famille, et puis vous faites vivre tout cela. Chaque Sims a des objectifs de vie que vous lui avez donnés au départ. Vous pouvez lui dire vous pouvez donner comme objectif d'être le plus grand sportif du monde, ou d'avoir plein de copains, que sais-je. Et puis vous regardez les Sims vivre, et puis vous leur donnez un coup de main. Alors, vous leur donnez un coup de main jusqu'au moment où il y a toujours un Sims qui, à un moment donné, vous agace, et il y a toujours du meurtre de Sims quelque part. Les adolescents et les adolescentes, c'est surtout les adolescentes qui jouent aux Sims, adorent se montrer cruels avec leurs Sims à un moment donné. Typiquement, ça va être gaver le Sims de nourriture et lui supprimer les toilettes dans la maison. Alors ça, c'est vraiment très très fun. Vous le voyez tourner en rond, il devient malade et tout. Regardez ce qu'il fait. Il y a les adolescents apprennent des choses aussi qui leur semblent tout à fait étonnantes. En psychothérapie, il y a une jeune fille qui m'avait dit, j'ai été très surpris parce que le bébé est mort noyé. Elle avait enlevé les barrières de sécurité, elle avait jeté dans l'eau quand même dans la piscine pour voir ce que ça faisait. Un bébé, ça ne nage pas. Donc il meurt noyé. Ça l'avait pas étonné. Mais ce qui l'avait étonné, c'était de constater que la mère du bébé était déprimée quand le bébé était mort. Et que franchement, elle avait beaucoup galéré pour sortir la mère de la dépression, parce qu'il fallait la sortir, il fallait vraiment s'en occuper comme un éducateur ou un psychothérapeute. Et ça lui a permis de prendre conscience des liens profonds qu'il peut y avoir entre une mère et un bébé. Et mon Dieu, qui sait, peut-être qu'entre cette chose étrange qui vit dans sa maison et qui est sa mère, et elle-même, peut-être qu'il y a des liens d'affection qui mériteraient son attention. Alors on a simulé aussi des fourmilières, c'est très amusant de jouer à la fourmilière, parce que vous pouvez baisser la température de la fourmilière, voir ce que ça fait, ou rajouter plus d'ouvrières, plus de trucs, plus de machins. Ce qui est fun là-dedans, c'est d'avoir un environnement complexe, plein de facteurs, et puis de jouer avec. On a simulé aussi le fonctionnement d'une ville. Formidable. Comme ça, vous pouvez voir comment les politiques urbaines peuvent fonctionner. Vous pouvez décider, c'est toujours la même histoire. Au début, vous partez avec de grandes idées, on va faire une ville à taille humaine, etc. etc. Et puis à la fin, au bout de 5-6 heures de jeu, vous vous retrouvez avec des quartiers populaires à perte d'horizon, des cordons de police pour isoler tout ça, et puis derrière, les riches qui sont dans leur marina et qui vivent tranquilles, éloignés de la populace. Ce qui est l'intérêt du jeu vidéo, là, c'est de rendre graphiquement des modèles qui sont extrêmement complexes. Au lieu d'avoir des colonnes de chiffres dans un tableur Excel, vous avez juste des curseurs que vous pouvez bouger, et puis vous avez en temps réel la réaction de vos actions, avec des échelles de temps qui peuvent être différentes, parce que vous avez des fois des réactions qui sont immédiates, et puis des fois le système a beaucoup d'inertie, et ce que vous faites là, eh bien, vous verrez le résultat plusieurs tours de jeu plus tard, et des fois c'est largement irrécupérable. À côté des jeux de simulation, on a c'est des cousins, on pourrait presque les mettre dans les jeux de simulation, on a des jeux de sport. Là aussi, vous avez tous les sports possibles et imaginables. On a même ce sport étrange qu'on a vu aux Jeux Olympiques d'hiver, où vous jetez des trucs sur la glace, il y a des gens qui balayent. Bon. Je ne juge pas. Il y a bien sûr le foot, vous pouvez jouer au foot, vous pouvez jouer au manager d'équipe cycliste, d'équipe de foot, enfin, tous les sports, au tennis, vous pouvez commencer joueur de XL catégorie et puis finir à Roland Garros. Et là, les modèles de simulation sont plus ou moins réalistes. Bien sûr, quand vous jouez à Mario Tennis, c'est pas exactement la même chose que de jouer à Roland Garros 1900. Il y a un Roland Garros 2000 quelque chose, bon, je ne sais plus, ou Virtua Tennis, mais ça reste quand même du tennis. Vous avez une balle, vous avez un joueur et vous devez mettre la balle de l'autre côté du terrain. Est-ce qu'il y a un genre de jeu vidéo que j'oublie? J'ai parlé des jeux d'action, des jeux de simulation, les jeux de rôle, la grande catégorie qui plaît beaucoup aux psychothérapeutes, les jeux de rôle.
Donc dans un jeu de rôle, qu'est-ce que vous faites? Vous incarnez un rôle. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Donjons et Dragons, jeu de rôle, le vrai sur plateau qui a été inventé en 1976. Vous avez un maître de jeu qui est caché derrière son quoi déjà? Comment on appelait ça? Je ne me rappelle plus. Pourtant j'ai été MJ, je ne sais plus. Bon, un écran de jeu, voilà. Vous avez un écran de jeu, vous êtes très mystérieux, vous faites semblant de jeter des dés et en fait, voilà, Kevin c'est votre cousin, vous ne pouvez pas le sortir, donc Kevin à chaque fois il échoue, quoi, hein. Concrètement, à chaque tour de jeu, le maître de jeu expose la situation. Il dit par exemple, vous êtes à l'auberge du Poney Fringant, il y a une très bonne atmosphère, d'un coup il y a un homme étrange qui rentre, il a l'air extrêmement menaçant et étrange, qu'est-ce que vous faites? Bon, voilà. Et puis les joueurs disent ce qu'ils font et en fonction de ce qu'ils ont affirmé, des actions qu'ils prennent, chaque joueur jette des dés. Si par exemple il y a un joueur qui décide de parler à ce monsieur, s'il a 0 comme charisme, l'autre va le renvoyer paître. S'il a beaucoup de charisme, eh bien peut-être que la discussion va pouvoir prendre. S'il sort l'épée, c'est en fonction de ses compétences en armes et des compétences de défense du personnage qui l'attaque que les choses vont pouvoir se régler. Et puis de l'affection que vous avez ou de la haine que vous avez pour votre cousin, parce que le maître de jeu est un grand tricheur. Le grand avantage avec les jeux vidéo, c'est que le maître de jeu, c'est le code, hein. Donc on peut plus tricher, on peut tricher autrement. Et le code prend en charge tout ce qui est pénible, le calcul des actions, les GT, etc. Dans ces jeux, vous incarnez un personnage qui a les compétences au début, et à chaque fois que vous faites des actions à l'intérieur du jeu, vous gagnez des points d'expérience qui sont immédiatement crédités, versés dans les compétences du joueur, du personnage, pas du joueur malheureusement. Et le joueur peut décider de verser ses compétences en intelligence, en attaque, ou que sais-je. Là, ce qui est fun, c'est de vivre des aventures comme vous ne pouvez pas en vivre autrement, quoi. C'est comme si vous rentriez dans un livre et puis vous exploriez des univers qui sont extrêmement complexes. On peut rajouter un niveau de complexité en jouant à plusieurs au jeu de rôle. C'est rigolo de jouer à Ultima 8 sur PC, mais quand vous jouez à un jeu de rôle et que vous êtes avec 10, 20, 40, 500, 100, 1000, 2000 personnes sur le même serveur et que vous faites des choses ensemble, là on atteint le jeu. Bon, je suis un peu impartial parce que c'est la catégorie que je préfère, mais c'est vraiment le plus fun du fun. Pouvoir aller avec une centaine de personnes marcher sur Stormwind, la capitale des alliés, avec des orques, des trolls, et casser la tête aux alliés, ça c'est quand même extrêmement sympathique. Ou se battre à la croisée des chemins avec la faction adverse, joueur contre joueur, c'est quand même quelque chose d'extrêmement rigolo. Alors ce qui est intéressant dans ces jeux, c'est qu'il y a vraiment toute une vie sociale en ligne qui se développe. Il y a des choses qui ne sont absolument pas prévues par les développeurs ou éditeurs du jeu qui se produisent. Par exemple, dans World of Warcraft, qui est un des jeux que je connais le mieux, il y a une Gay Pride qui est organisée chaque année. Les développeurs du jeu ne l'ont jamais prévu, mais les joueurs ont décidé qu'il fallait faire une Gay Pride, et on voit des humains et des orques, homosexuels ou homosexuels friendly, comme on dit, marcher main dans la main ou patte dans la main, parce qu'il n'y a pas que des humains du côté de l'Alliance, et faire claquer la fierté homosexuelle. Ça dure quelques heures, mais c'est extrêmement sympa. Et puis quand la Gay Pride est finie, on recommence au business as usual, on recommence à se faire la guerre, et c'est tout aussi sympa. Donc voilà, très, très brièvement, l'offre à jouer qu'il y a devant tous les Jean-Baptiste et les Kevina du monde. Alors traditionnellement, quand même, les adolescents, les jeunes adolescents préfèrent jouer à des jeux d'action, probablement parce que ça correspond bien à leur psychologie, puis aux besoins qu'ils ont à cette époque. Et quand ils vieillissent, on verra ça un peu plus en détail, il y a où ils évoluent, mais pas, ça ne veut pas dire que le gamer de 12 ans est une version non évoluée du gamer de 18 ou de 24, encore quoique ça pourrait être versé à la discussion. Mais ils peuvent abandonner ce type de jeu
Et parce qu'on trouve dans les joueurs de MMO des joueurs qui sont beaucoup plus âgés, parce que la moyenne d'âge dans les joueurs de MMO, c'est que ça tourne quand même autour de la trentaine d'années. MMO, pardon, les jeux de rôle massivement multijoueurs, comme World of Warcraft. Donc la moyenne d'âge est beaucoup plus élevée, alors que dans les FPS, on trouve plutôt des jeunes joueurs. Alors qu'est-ce que ça change? Pour voir un peu ce que les jeux vidéo apportent ou enlèvent, il faut peut-être se remettre un peu en tête ce que les jeux apportent tout court. Les psychologues ont pour habitude de dire que le jeu, c'est vraiment le métier de l'enfant. L'enfant, il n'a qu'une seule chose à faire. Quand je dis enfant, on va jusqu'à l'adolescence, hein, normalement, pour se développer. Là où l'enfant apprend le plus de choses, c'est pas en écoutant avec beaucoup d'admiration les bons conseils que ses parents avisés lui donnent, c'est en jouant. Parce que dans le jeu, vous expérimentez des choses, vous osez, vous construisez, vous fonctionnez vraiment comme un scientifique, vous faites des hypothèses, et puis vous les testez. Dites, bon, par exemple, ce caillou, si je le jette sur le lézard, qu'est-ce que ça fait? Bon, alors, on le fait une fois, le lézard meurt, si on réussit à toucher le lézard, parce que c'est pas facile, et puis ensuite on le fait n fois n suffisamment grand, et on constate que, à chaque fois que la trajectoire du caillou rencontre le lézard, eh bien, si suffisamment de force a été mise, eh bien, le lézard meurt. Alors ça marche comme ça avec ces pauvres infortunés lézards du Sénégal, mais ça marche comme ça pour tout ce que les enfants font dans le jeu. C'est vraiment un espace dans lequel on peut expérimenter en toute sécurité des hypothèses. On peut expérimenter des hypothèses sur les rôles sociaux, qu'est-ce que ça peut faire d'être une grande personne, d'être quelqu'un d'aussi puissant qu'un papa ou une maman. C'est des jeux où vous jouez à être un papa, à être un policier, ou à être une sorcière, ou à être une ménagère. Hein, et en faisant ces jeux, ben, enfant, vous comprenez un peu mieux la position des grandes personnes. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les jeux, parce que vous ne jouez pas seul, généralement, à partir de 4-5 ans, les enfants jouent de plus en plus avec d'autres personnes, eh bien vous apprenez les limites des autres et puis les vôtres. Vous apprenez très rapidement parce que vous découvrez dans le jeu que certaines personnes peuvent supporter certaines choses. Vous avez des cousins qui supportent très bien qu'on triche au Monopoly, par exemple, voilà. Ils disent non, il faut arrêter de tricher, etc. Et vous avez des cousins qui deviennent très dangereux quand vous trichez au Monopoly. Ils se révèlent être très violents. Voilà. Donc, il faut que ça vous apprend à développer des compétences sociales et à vous méfier de la violence des cousins quand vous avez tendance à tricher. Alors, jusqu'à ce que les jeux vidéo arrivent, en fait, les enfants avaient des terrains de jeu dans lesquels ils pouvaient expérimenter des choses en pour de vrai. C'est pour ça que je vous parle des pauvres lézards. C'est pas simplement pour vous dire que j'ai été un enfant extrêmement cruel, c'est pour vous dire qu'on faisait les choses en pour de vrai et qu'on devait voir les conséquences en pour de vrai. La sensorimotricité était mise en action de façon concrète. Vous aviez donc les jeux se déroulaient dans cet espace, et avec les jeux vidéo, on a un autre espace dans lequel les lois physiques ne fonctionnent plus, hein, où elles fonctionnent de façon tout à fait différente, parce que vous devez manipuler à distance des personnages de pixels. Ce qui vous permet de faire des choses que vous ne pouviez pas faire dans la réalité, puisque piloter un TIE Fighter, pour l'instant, c'est encore assez compliqué. Alors, ce que l'on sait des enfants et des jeux vidéo, c'est que les enfants sont massivement attirés par les jeux vidéo, surtout au début de l'adolescence. Hein. Si maintenant on a revu les choses, on considère que l'adolescence, c'est une très large période qui commence grosso modo à 10 ans, alors que moi, quand j'étais adolescent, quand vous arriviez à 12 ans, vous commenciez péniblement à être adolescent. On vous donnait à peine ce droit-là. Maintenant, à partir de 10 ans, on considère que ça commence un peu à arriver et ça dure jusqu'à 24 ans. 10-24. 10-24 parce que notre société est construite comme ça. On vit dans une société dans laquelle on s'est accordé
sur ce point-là depuis 1900, hein, puisque c'est à ce moment-là qu'on commence à parler de l'adolescence comme d'un moment spécial en Occident, alors que dans les sociétés qui ne sont pas occidentales, les sociétés dites traditionnelles, les choses seraient tout à fait autrement. Vous êtes enfant, vous devenez adulte après un rite de passage, et puis voilà, vous n'avez pas... ça ne pose pas il n'y a pas de moment de révolte, de mise en question, de mise en abîme, tel qu'on peut le trouver de ce côté de la planète. Donc les jeunes adolescents, à partir de 10 ans, commencent vraiment à être très très intéressés par les jeux vidéo, ce qui en retour a attiré l'attention des psychologues et des sociologues qui se sont dit mais mon Dieu, alors qu'est-ce qui arrive à nos enfants? Est-ce que c'est quelque chose de problématique ou non? Alors je ne sais pas si vous connaissez les psychologues, mais les psychologues ont un talent fou pour détecter les problèmes. On est formé pour ça. On n'est pas formé pour voir les choses qui vont bien, même quand on est formé comme psychothérapeute, ce qui après pose des problèmes techniques, mais on est formé pour voir ce qui ne va pas. Ce qui fait que, comme psychothérapeute, quand le patient commence à aller bien, on ne le voit même pas, parce qu'on voit toujours les problèmes. Hein. Bref, les psychologues ont commencé à se demander si les jeux vidéo n'étaient pas problématiques, surtout autour de l'épisode de Columbine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, Columbine, deux jeunes gens qui arrivent dans la cafétéria de leur collège à Columbine, ils ont des sacs de sport, ils les dézippent, ils sortent des armes d'assaut et ils tirent sur tout ce qui bouge dans cette sacrée cafétéria. Très rapidement, aux États-Unis, on arrive à l'idée que les jeux vidéo sont dans l'équation. Et Clinton, puisque c'était lui qui était président à l'époque, demande à ce qu'il y ait une recherche lancée sur le pays pour voir l'implication des jeux vidéo dans le massacre de Columbine. C'est un truc très américain. C'est une nation d'ingénieurs. Quand ils ont un problème, ils disent on a besoin d'une étude. Donc on fait une étude. Et puis ensuite on voit, enfin normalement on voit. Sauf pour les armes à feu, là généralement le côté ingénieur, ils ont pourtant la solution sous les yeux, mais ils ne l'appliquent pas. Donc avec Columbine, on a fait une quantité d'études, le FBI s'est penché sur la question parce qu'aux États-Unis il y a un school shooting par semaine à peu près, grosso modo, minimum. Une fois par mois, il y en a un qui sort un peu qui est mis en avant par les médias, mais c'est quand même quelque chose qui est malheureusement très très banal. Donc les psys du FBI avaient vraiment de la matière pour traiter la question. Est-ce que les médias, en général, et les jeux vidéo sont responsables des school shootings aux États-Unis? La réponse du FBI, c'est non. Il n'y a pas de lien. Et ils remarquent même que dans certains cas, les school shooters, les adolescents, les jeunes gens qui se sont rendus coupables de fusillade, étaient décrits comme bizarres parce qu'ils ne jouaient pas aux jeux vidéo. Il est vraiment bizarre, Kevin, il joue même pas à Doom 2. Quoi. Et quelques semaines après, Kevin, il tue tout le monde. Bon. Alors, d'où vient cette idée? C'est vraiment une rumeur urbaine, puisque la rumeur qui a couru, c'est que les deux jeunes gens s'étaient entraînés à massacrer tout le monde dans Columbine en faisant des cartes virtuelles de leur collège dans Doom 2. On n'a jamais retrouvé ces cartes-là. Par contre, ce que l'on sait de ces deux jeunes gens, c'est qu'ils étaient quand même repérés par le personnel pédagogique et éducatif du collège. Il y en a un qui était décrit comme vraiment le bad boy. Voilà, c'est l'élève qui fait toujours les 400 coups, qui se rebelle contre toutes les formes d'autorité. Et l'autre était plutôt dans un profil un bas profil, et il était souvent pris à partie, il était harcelé, pour dire le mot, par les autres élèves du collège. Et l'hypothèse qui a été construite par plusieurs auteurs, c'est de se dire que ça a marché vraiment comme une machine qui est devenue folle, ces deux-là. Le jeune homme qui était déprimé sortait de sa dépression grâce au coup brillant de son copain, qui agressait les profs, qui avait des idées aussi extraordinaires et aussi excitantes que les 6 mecs qu'on allait au lycée et qu'on tuait tous ces connards. Voilà. Et l'autre,
l'adolescent qui était dans un profil plus psychopathe était encouragé par son copain qui était dépressif parce qu'il voyait bien que le copain l'admirait, donc ça l'encourageait à en faire toujours plus. Donc vous avez déjà ce système-là qui est problématique, et quand vous avez ce système problématique avec des armes d'assaut à portée de main, vous avez une catastrophe qui s'appelle Columbine. Alors sur la violence et les jeux vidéo, ce que l'on sait de façon évidente, c'est que, parce que depuis Columbine, on a continué à faire des études. Hein. On a amené des gens au laboratoire, on leur a fait passer des questionnaires, on a fait des études longitudinales, et maintenant, vous le tambour, voilà ce que les psychologues peuvent dire. Quand vous jouez à un jeu vidéo violent, vous avez une activation émotionnelle plus forte que quand vous jouez à un jeu vidéo qui n'est pas violent. Alors, comment on le sait? Très simplement, on prend un joueur, plusieurs même, on le fait jouer à un jeu de tir en première personne, un FPS, et puis on prend un autre, on lui fait jouer à un jeu comme les passions vétérinaires. Rien que le nom, ça vous dit que c'est quand même assez tranquille. Hein. Et vous mesurez l'impédance de la peau, c'est-à-dire la réponse électrique, la tension artérielle, le rythme cardiaque, et on sait que tout ça, c'est corrélé à l'activation émotionnelle. Et bien évidemment, quand vous jouez à un FPS, vous êtes un peu plus chaud bouillant que quand vous jouez à des passions vétérinaires, même si ça peut être très excitant de frotter le poney 10 fois pour avoir une brosse bleue, et ensuite de gagner le droit de frotter 10 fois pour avoir une brosse jaune. Bon. Est-ce que c'est pas des jeux un petit peu extrêmes qui ont été pris? C'est-à-dire que d'un côté on a un jeu d'action pure, les passions c'est un peu, on va dire mou, mais on aurait pu prendre un entre-deux comme un jeu de réflexion qui joue à deux, ou il y a par exemple un jeu de frisbee qui est assez connu, qui s'appelle Windjammer, des années 90, où on fait que se renvoyer le frisbee, mais qui crée autant de stress qu'à faire transpirer certains joueurs. Et là on a entre-deux, c'est-à-dire que c'est pas violent, mais il y a quand même toute cette notion d'engagement du joueur. Alors c'était vraiment l'idée des auteurs de comparer des choses très violentes, entre guillemets, parce que je n'ai jamais trouvé que Call of Duty ou Doom 2 c'était très très violent, bon, c'est mon avis personnel, avec des choses qui n'étaient pas. Hein. Il n'y a pas eu cette critique-là, ce qui a été critiqué ensuite, c'est de dire que l'élément qui finalement déclenche l'agressivité chez les joueurs, c'est pas tellement les images violentes, c'est la compétition. C'est ça le facteur essentiel. À partir du moment où vous mettez des gens en compétition, les bleus contre les rouges, au sortir de la partie, vous avez des gens qui sont dans un niveau d'excitation qui est quand même assez important. Quand vous les faites jouer au même jeu de guerre, mais de façon coopérative, eh bien vous n'avez pas une excitation qui est aussi importante. Donc au final, le facteur déterminant, ce serait plutôt celui-là. Alors, il y a une activation qui est plus importante, il y a une préactivation de tout le champ sémantique de la violence qui est activée par les jeux vidéo. Et c'est-à-dire que quand vous jouez à un jeu vidéo violent et qu'ensuite on vous montre, on vous fait lire des mots, vous avez tendance à lire plus rapidement les mots qui appartiennent au champ sémantique de la violence que les mots qui n'appartiennent pas à ce champ sémantique. Alors pourquoi c'est important? C'est important parce que l'hypothèse, c'est que l'activation du champ sémantique de la violence est probablement liée à des scripts de comportement. Ce qui fait que si c'est déjà préactivé, vous aurez tendance à interpréter plus facilement les interactions que vous avez ensuite avec votre cousin Kevin comme quelque chose de violent et à réagir de façon violente parce que vos perceptions seront biaisées. Et là, on a vu arriver tous les freudiens, les psys, parce que vous savez, les psys, on a des grandes tribus. Hein. On a les cognitivistes, les grands scientifiques, les gens qui sont là, et puis on a les freudiens qui aiment bien les choses plus affectives et plus roots. Les freudiens ont dit vous êtes bien gentils, mais bon, si vous aviez lu Aristote, vous sauriez tout de... du coup, j'ai oublié ce que dit Aristote. C'est quoi la théorie d'Aristote déjà par rapport à l'agressivité ou la violence? Ne me laissez pas tout seul. Hein? La catharsis. Voilà la catharsis. Bon, donc catharsis. Donc les cognitivistes sont repartis au labo. On a fait jouer des joueurs jeux vidéo violents, non violents. Et ensuite, on a arrêté le match et on leur a dit, écoutez les gars, parce que c'était des enfants, donc on leur dit les gars, des étudiants, maintenant on va jouer au quai sur gazon. Quai sur gazon, vous avez une crosse et une cavalée. Et on a mesuré les fautes directes et volontaires, bien entendu, quand vous avez été très chauffé à Call of Duty, vous
vous avez tendance à mettre plus de coups de crosse dans les tibias des copains que quand vous avez joué à une passion vétérinaire ou un jeu de ce type-là. Donc il y a vraiment le résultat de recherche qui est intéressant, c'est que ce qui est vécu à l'intérieur du jeu vidéo ne reste pas dans le jeu vidéo. Tout simplement parce que ce n'est pas vécu dans le jeu vidéo, c'est vécu dans la tête de la personne. Donc l'agressivité, ou à l'opposé, la grande empathie que l'on peut développer à l'occasion d'un jeu, va être ensuite déployée dans les interactions qui ont lieu juste après la partie. Mais juste après la partie, ce sont des effets qui sont limités en intensité. Ce n'est pas parce que Kevin vous a mis 7-0 à FIFA que vous allez sortir un AR-15 et le tuer. Ou alors vous avez vraiment un problème et vous avez un AR-15 à la maison. Et puis ça ne dure pas longtemps. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, Kevin, ça redevient juste votre meilleur cousin, quoi. Et puis vous recommencez à jouer à autre chose jusqu'à la dispute suivante. Donc, premier grand résultat de recherche sur les effets du jeu vidéo, un effet d'activation de l'agressivité, mais c'est une agressivité que la mère de famille et le père de famille de base doivent pouvoir gérer. Si ça dépasse ça, c'est qu'il y a un problème, et le problème, c'est pas dans le jeu vidéo, c'est dans Kevin. Pardon, c'est pas. J'ai un problème avec Kevin, c'est dans l'enfant. Alors il y a une deuxième très grande polémique, et là on est reparti dans une guerre qui, j'espère, pourra trouver une bonne conclusion. C'est la question de l'addiction aux jeux vidéo. Alors l'addiction aux jeux vidéo, ça commence dès l'instant où il y a des jeux vidéo. Dès l'instant où il y a des ordinateurs et des étudiants, il y a des gens qui disent, ils sont bizarres, ces étudiants, ils doivent être addicts. Ça commence avec Weizenbaum qui développe la première intelligence artificielle et qui décrit ses étudiants dans les années 50, début des années 50, comme des computer bums. Un bum, c'est un clodo, quoi. Et quand on lit les premières descriptions de Steve Jobs, voilà, c'était vraiment ça, des gars qui marchent pieds nus, qui ne se lavent pas, et aux États-Unis, si on n'a pas d'hygiène corporelle, c'est limite l'hôpital psychiatrique d'office, qui sont bizarres, qui fument des produits plus ou moins licites ou totalement illicites. Et ces computer bums, ces étudiants étaient tellement fous de leurs ordinateurs qu'ils dormaient dans le laboratoire d'informatique pour pouvoir être plus près des machines le plus longtemps possible. Bon, donc ça 1950, 1995, il y a une psychologue qui s'appelle Kimberly Young qui publie un papier sur le trouble de l'addiction à l'internet, mais dedans elle décrit des activités qui sont liées aux jeux vidéo, puisqu'elle parle des MUDs qui sont les ancêtres des jeux de rôle multijoueurs dont je vous ai parlé, qui sont représentés par World of Warcraft. Et on a deux lignées théoriques qui vont être décrites par rapport à l'addiction aux jeux vidéo, deux modèles. Le premier modèle, c'est la cocaïne numérique. Les jeux vidéo fonctionnent comme une drogue. Pourquoi? Parce que ça active les mêmes centres du cerveau que la drogue. Donc ça doit être à peu près pareil. Et du coup, on va traiter. On a même eu des médecins qui ont traité vraiment des personnes, Dieu merci, pas beaucoup, mais qui leur ont donné des substances psychoactives pour arrêter l'addiction aux jeux vidéo. Le deuxième modèle, c'est celui des... Ah, il ne faut pas rigoler, parce que quand on est traité, on ne rigole pas. Le deuxième modèle, c'est celui des machines à sous. Le raisonnement, c'est que, waouh, là on est dans les années 80. C'est un... Je balance les noms, parce que c'est vraiment... Les Américains appellent ça name and shame. Tu donnes le nom et tu fous la honte. C'est vraiment ça. Griffiths, dans les années 80, qu'est-ce qu'il dit? Il dit... on a des jeux vidéo, les bornes d'arcade, on était dans les Pac-Man, des choses comme ça, les Space Invaders, ça fait plein de bruit, plein de musique et tout. Ça ressemble quand même beaucoup aux bandits manchots qu'on trouve à Los Angeles quand même. Où là aussi vous avez de la musique. Et Griffith, qui n'est pas un imbécile, je ne dis pas que Kimberly Young est une imbécile, mais Griffith, qui n'est pas un imbécile, sait que c'est vraiment tout à fait différent. Le bandit manchot, vous appuyez sur la manette, ça fait tout, et puis vous appuyez sur la manette, ça fait tout, et surtout, normalement, ça vous donne de l'argent, vous devenez millionnaire. Alors qu'avec Space Invaders, surtout si vous avez les compétences que j'avais moi, vous savez que ça vous prend beaucoup d'argent. Bon, mais il dit c'est un peu pareil, et donc probablement les mêmes mécaniques vont être utilisées. Alors, le grand problème avec l'addiction aux jeux vidéo, pour faire court, c'est que les symptômes principaux de l'addiction, on ne les retrouve pas dans l'addiction aux jeux vidéo. Alors, pour répondre à ça, il y a des psychologues qui ont dit c'est pas grave, donc les symptômes, ces symptômes-là, on ne les met pas dans la liste des critères pour l'addiction aux jeux vidéo.
Les symptômes, c'est quoi? C'est d'abord le craving, le fait que vraiment vous avez envie, et puis rien ne peut vous arrêter. Bien sûr que Kevin, il va vous dire qu'il a envie de jouer aux jeux vidéo, mais franchement, ça n'a rien à voir avec l'envie d'un type qui est dépendant de l'héroïne. Là, ce serait une insulte aux dépendants de l'héroïne que de dire ça. Puis vous n'avez pas de symptômes de manque. Même chez les joueurs qui jouent beaucoup, il y a des joueurs qui sont excessifs, ça existe. Des joueurs qui jouent, quand je dis beaucoup, c'est une douzaine d'heures par jour. 12 heures par jour à jouer à World of Warcraft. Bon. Généralement, donc, ce sont plutôt des jeunes adultes. Ces personnes-là, la plupart du temps, quand elles trouvent un emploi, parce que pour jouer 12 heures par jour, il n'y a pas de secret, hein, ou vous êtes système admin chez IBM, donc vous n'avez rien à faire, vous regardez les lumières des serveurs de temps en temps, et le reste du temps, vous jouez à World of Warcraft. Je connais des gens. Ou alors vous êtes chômeur, et là, vous avez quand même beaucoup trop de temps devant vous. Et quand on regarde le parcours de ces gens-là, quand ils trouvent un emploi, ils arrêtent de jouer à World of Warcraft, mais du jour au lendemain, et ça ne leur rentre pas. Hein. Et pour le patron, c'est vraiment des embauches qui sont importantes parce que la passion, l'investissement et l'énergie qu'ils mettaient à développer leur personnage, ils le mettent directement au boulot. Ce sont des machines de guerre pour travailler. Ce sont des joueurs qui sont généralement très... ils ne sont pas là pour se balader, quoi. Ils sont là pour avoir des résultats. Donc ils fonctionnent avec, pour le coup, des tableurs Excel dans leur tête, et ils mesurent tout ce qu'ils font et ils évaluent tout ce qu'ils font. Et ces gens-là, quand ils se retrouvent au boulot, ce sont vraiment des recrues précieuses. Généralement en compétences sociales, bon, il faudrait peut-être qu'ils travaillent un peu les choses, hein. Ils ont un vocabulaire qui est ils n'ont pas beaucoup de mots, ils écoutent ce qu'on leur dit, ils font le job, et il ne faut pas demander beaucoup plus. Alors pour l'instant, on est vraiment au milieu du gué, parce que l'addiction aux jeux vidéo avait été retoquée par le DSM-5 il y a 4 ou 5 ans, où les éditeurs du manuel de psychiatrie de l'Association des psychiatres américains avaient dit on n'a pas suffisamment d'éléments sur la table pour dire qu'il y a une addiction aux jeux vidéo, donc on ne le met pas dans le diagnostic que l'on peut faire, on le met dans les annexes, et quand on met un trouble dans les annexes, ça veut dire on demande à ce qu'il y ait davantage de recherche sur ce trouble-là. Juste après l'addiction aux jeux vidéo, vous avez l'addiction à la caféine, par exemple. Donc les troubles graves de la psychiatrie. Et puis l'OMS, qui publie aussi une classification internationale, a publié il y a 2 ou 3 mois une annonce dans laquelle ils disaient si, oui, on réfléchit, on va créer un trouble de l'addiction aux jeux vidéo. Basé sur les addictions, c'est classé dans les addictions comportementales, mais ce qui a filtré, c'est que le modèle reste quand même celui de l'addiction au produit, puisque c'est dans le même répertoire que l'addiction au produit. Alors, comme les maladies psychiatriques sont pour une très grande partie construites socialement. Un exemple très simple, jusque dans les années 70, l'homosexualité c'était une maladie psychiatrique. Vous étiez homosexuel, vous pouvez vous faire interner et vous traiter pour cela. Et il y a encore des pays, même en Occident, où vous trouverez des thérapeutes qui qui tenteront des thérapies de reconversion pour vous remettre dans le droit chemin de l'homosexualité et de la foi chrétienne du Vatican, parce que souvent l'un va avec l'autre. Donc à la fin des années 70 quand même, les gens du DSM ont abandonné l'idée que l'homosexualité pouvait être un trouble psychiatrique, pas parce qu'ils ont fait des recherches et qu'ils se sont dit que franchement ça valait pas le coup de diagnostiquer ça comme une maladie. Ce sont les homosexuels qui sont montés au front et qui leur ont dit vous êtes gentils, hein, mais ça on ne veut plus en entendre parler. Je pense qu'il y a au moins autant de gamers que d'homosexuels. Donc probablement, si on parle bien aux gens de l'OMS, sur Twitter et autres réseaux sociaux, ils pourront voir les choses un peu autrement. Il y a un autre trouble qui a été associé aux jeux vidéo, ça a été l'épilepsie. Quand vous démarrez un jeu vidéo, vous avez une grande annonce, attention, l'épilepsie, etc. Alors en fait, l'épilepsie, elle vient...
On a quelques cas d'épilepsie avec les jeux vidéo, mais le coupable, ce n'est pas le jeu vidéo, c'était le téléviseur, la fréquence d'affichage du téléviseur. Puisque l'on s'est rendu compte qu'à partir du moment où les téléviseurs, on a commencé à avoir des téléviseurs de bourgeois, très grand écran, 100 Hz de fréquence d'affichage, on n'a plus de cas d'épilepsie photosensible. Mais ça n'empêche pas que l'avertissement reste dans les premières pages du jeu vidéo, du jeu. Oui. Sur le cas précis de l'épilepsie, pour le message d'avertissement, il y a eu un article qui est paru il y a très très longtemps, c'est plus politique qu'autre chose. C'est qu'il y a eu un cas d'épilepsie au tout début, le gouvernement a commencé à méconner dans les jeux vidéo, et comme il y a eu un cas par sécurité, ils ont fait le message alors qu'ils n'avaient aucune idée, et ils disent aujourd'hui qu'ils n'en avaient aucune idée, mais que comme c'était les débuts et qu'ils voulaient un peu se couvrir sur le plan législatif, ils ont mis ce message, mais qui savent qu'il n'y a absolument aucun danger d'épilepsie. C'est un bon exemple de panique morale, c'est-à-dire qu'il y a des groupes de personnes dans la société qui sont décrits comme problématiques ou ayant un comportement problématique. Il y a des papiers qui sont publiés dans la presse, les politiques s'en servent parce qu'ils ont leur propre agenda, et des fois ça finit par des inscriptions dans les législations des différents pays, alors qu'en fait, si on réfléchit suffisamment, qu'on prend le temps de regarder les choses vraiment dans le détail, ça ne mérite pas l'inscription d'une loi, parce que souvent il n'y a pas de problème. Alors, il y a des... dans les choses qui sont un peu plus grises, c'est-à-dire que des fois c'est un problème et puis des fois ça ne l'est pas. On a aussi souvent cité l'obésité. L'idée, c'est qu'il y aurait une relation directe entre le fait de passer beaucoup de temps devant un écran et l'obésité. En fait, la relation n'est pas directe. Si vous passez beaucoup de temps devant un écran et que vous ne mangez pas de toute la journée, il est probable que vous perdiez du poids. Vous n'allez pas grossir. Par contre, si vous passez beaucoup de temps devant un écran et que vous n'avez aucune possibilité de faire d'exercice et qu'en plus vous avez vos bouteilles de soda et vos chips à côté de votre clavier pour tenir toute la journée à World of Warcraft, eh bien, oui, au bout du mois, vous allez prendre du poids. Alors, on a accusé aussi les écrans d'éloigner les enfants des activités saines. Vous allez se balader dans la nature, aller dans la campagne, tuer des lézards. Les adultes n'aiment pas. Mais faire des choses d'enfants. Et en fait, quand on questionne les enfants, ce que les enfants disent, ou les adolescents, ce qu'ils disent, c'est que nous, on préfère très clairement aller jouer au basket ou faire du vélo avec les potes que de jouer à la play. Il n'y a pas de souci avec ça. Le souci, c'est plutôt que les parents, par crainte, ont tendance à ne pas laisser les enfants sortir des maisons. Quand on compare, par exemple, le nombre de pas que fait un enfant aujourd'hui et le nombre de pas que leurs parents faisaient pour aller simplement à l'école, on est dans un autre monde. Alors ici, c'est peut-être un peu plus la campagne, mais dans les grandes villes, quand vous êtes un enfant, vous êtes en résidence surveillée. Vous vous levez le matin, vous tombez sur votre parent qui est bienveillant, qui vous donne votre petit déjeuner qu'il faut bien manger parce que c'est des recommandations quand même. Il n'y a que quand vous êtes adolescent et que vous devenez suffisamment méchant que vous pouvez résister à vos parents. Mais juste avant, vous faites quand même ce qu'on vous dit. On est dans la voiture, vous vous retrouvez avec d'autres enfants devant d'autres adultes à l'école. À la fin de l'école, on va vous chercher pour vous amener chez l'orthodontiste parce que c'est important d'avoir les dents bien alignées. Après l'orthodontiste, vous allez au piano. Après au piano, vous rentrez à la maison et donc vous n'avez pas le temps de voir les copains. Alors que probablement, les parents de ces enfants avaient tout le temps de prendre, aller déjà jusqu'à l'arrêt du bus scolaire, où là, vous avez 1000 aventures à vivre. Vous pouvez jeter des cailloux au chien qui est très méchant, ou vous battre avec machin, ou traîner, ou marcher plus vite, ou louper le bus parce que vous n'avez pas fait exprès. Après, vous avez des aventures avec les gars du bus, et puis chaque arrêt, c'est une espèce de micro-société qui rentre dans le bus. Je me souviens que moi, mon arrêt qui s'appelait Baobab, c'est le Sénégal, les gars de Baobab étaient vraiment des gars cool. C'était vraiment... Alors que les gars qui étaient 2 arrêts avant étaient considérés comme des sauvages totaux. On leur parlait pas, quoi. C'était 2 mondes différents. Bref, bon, vous voyez un peu l'idée. Les enfants avaient le temps de se socialiser entre eux, alors qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup moins de temps et il faut qu'ils attendent l'adolescence, enfin, avoir le temps et l'espace de faire des choses enfants. Donc non, les jeux vidéo ne capturent pas
les enfants comme le grand méchant loup, c'est simplement la société et les parents qui organisent les loisirs des enfants de façon tout à fait différente et qui contribuent à construire ce qu'un sociologue a appelé une culture de la chambre. C'est-à-dire qu'avant, vous pouviez vivre 1000 aventures comme Tom Sawyer. Aux États-Unis, en 1900, il n'était pas rare que les enfants passent une nuit en dehors de la maison où personne ne s'en inquiétait. Vraiment. Au bout de 4-5 jours, les parents commençaient à se dire « mais où est Kevin ?» mais une nuit, ce n'était pas un souci. Quoi. Les gamins, le monde était quand même dangereux. Il était plus dangereux qu'aujourd'hui. Maintenant, lorsque un enfant rentre chez lui, s'il n'a pas envoyé un texto au moment où il arrive, c'est à peine si les parents n'appellent pas la gendarmerie pour disparition préoccupante. Je connais même des situations où l'adolescent, parce que le contrôle tombe souvent sur les filles, est obligé de se géolocaliser. Elle met la géolocalisation est partagée avec le père, et le père check où est sa fille. Bon. Ce qui n'empêche pas de se retrouver devant un psychothérapeute ou ce qui l'amène à se retrouver devant un psychothérapeute. Je vous laisse juger. Alors il y a quand même dans des soucis qui sont avérés, alors on ne peut pas dire que ça peut être discutable. Vous avez des problèmes musculo-squelettiques, le fait d'être toujours comme ça sur son smartphone, ça n'aide pas. Et puis vous avez aussi le syndrome du canal carpien. Quand vous passez 12 heures par jour à cliquer à World of Warcraft, pourtant c'est pas un truc que vous cliquez beaucoup, c'est pas League of Legends, et que vous répétez ça pendant 30 jours, au bout d'un moment, vous retrouvez, voilà, le 31e jour, vous vous retrouvez devant le médecin, et si vraiment le jeu vidéo est important pour vous, comme les cas que je connais, vous apprenez à jouer avec la main gauche. Comme ça repose le bras. Bon, alors ça c'est pour les éléments problématiques. Ce qui me semble important, c'est de resituer le problème et de le poser sur le joueur, pas sur le média. C'est pas, le problème, c'est jamais le média. Pour donner une image, on sait que si vous mettez votre enfant un peu trop souvent, ou même une fois dans un placard, ça ne donne pas de bons résultats. Bon, personne ne va dire que c'est la faute au placard. On dira peut-être que le parent a des attitudes éducatives qui ne sont pas adaptées. Avec les jeux vidéo, c'est vraiment ça. Si se retrouve dans le placard jeux vidéo, c'est que très probablement, quelques temps auparavant, il y avait des choses qui n'ont pas été adaptées, soit dans les interactions avec le parent, soit dans la vie de l'enfant avec ses copains. Bon, alors ça c'était pour les problèmes. Je vous ai dit que les psychologues adorent voir les problèmes parce qu'on est formé pour cela. Mais il y a des psychologues qui étaient un peu différents, qui sont arrivés dans les années 2000. C'était des gars qui avaient grandi avec une Nintendo DS ou un Game Boy. Il faut dire un Game Boy, j'ai appris ça, on ne dit pas une Game Boy, on dit un Game Boy. Bon, donc ils grandissent avec un Game Boy, ils font des études de psycho comme tout le monde, et puis ils lisent les papiers et ils se disent mais ça ne correspond pas du tout à l'expérience que j'en ai, quoi. Et ils disent bon ben eux, ce qui les intéresse, c'est de comprendre, parce que le souvenir qu'ils ont des jeux vidéo, c'est que ça a été un média qui a été intéressant, qui les a aidés dans leur vie sociale, ou même ils ont des témoignages pour eux ou pour les autres qu'avec un jeu vidéo, on peut apprendre des rudiments du japonais, par exemple. Si vous êtes fan de certains jeux, là, c'est quand même mieux de les voler en japonais parce que vous les avez plus tôt. Vous avez aussi des rudiments de littératie numérique, vous apprenez à voler plus facilement sur Internet. Et Dieu sait que ça c'est important parce que le net est en train de se refermer comme une nasse sur tous les citoyens. Et ceux qui auront suffisamment de littératie pour circuler sans être repérés par l'État, parce que ce n'est pas les GAFA, de mon point de vue, le premier problème, c'est vraiment les États, parce que Google est peut-être très puissant, mais Google n'a pas de police à envoyer chez M. Leroux. Par contre, l'État français a une police qui peut aller chez M. Leroux. Donc je crains plus mon gouvernement que GAFA. Je vais arrêter parce qu'après j'ai tout un speech sur Adopi. Mais bon, vous voyez un peu l'idée. Du coup, je me suis perdu. Pourquoi je vous parle d'Adopi? Vous êtes comme moi, vous ne suivez pas en fait. C'est les psychologues qui voyaient le côté. Oui, voilà. Il y en a une qui suit. Bravo.
Donc, ces gens-là ont commencé à faire des recherches pour montrer les aspects positifs des jeux vidéo. Et là, on est tombé sur une mine d'or. On a découvert qu'il y a plein de choses qu'on ne savait pas. On a découvert que les jeux vidéo rendaient des services dans le domaine cognitif, la pensée, affectif et même social. Alors la grande découverte dans le domaine cognitif, c'est que ce sont les jeux vidéo qui sont le plus pointés du doigt, qui rendent le plus de services. Alors que dès qu'un enfant joue un peu trop longtemps à Call of Duty, les parents s'énervent, disent mais j'entends que des coups de feu, des bruits, en plus dans son micro il parle comme un charretier, c'est n'importe quoi, ça le rend violent. Mais ces jeux-là aident les enfants à construire de meilleures images mentales. Quand vous jouez beaucoup à Counter-Strike, Call of Duty, Medal of Honor, enfin, tous ces jeux-là, vos capacités à transformer une image en 2 dimensions, en 3 dimensions, sont plus grandes que votre copain Kevin, qui lui ne joue qu'à Mario Kart. Alors, on s'est rendu compte aussi que les compétences de poursuite visuelle sont aussi plus importantes, parce que quand vous jouez à ces jeux-là, vous regardez 10 000 choses en même temps. Enfin, 10 000, j'exagère un peu. Vous avez une vision focalisée pour voir ce qui se passe au milieu de l'écran. Vous regardez un peu et vous lisez ce qui défile sur le canal de chat. Rastofir a tué machin, Rastofir, ça c'est Rastofir, c'est moi. Rastofir a tué truc, comme ça va. Vous voyez aussi des indications du jeu, machin a pris le point truc, donc vous savez qu'il faut aller sur le point truc ou qu'il ne faut pas y aller. Et puis en haut à droite, généralement, vous avez un radar où vous voyez vos partenaires et puis des fois les ennemis. Et il faut regarder tout ça, il faut faire la synthèse de tout ça en temps réel et il ne faut pas, vous n'avez pas le temps de faire pause, de regarder la carte stratégique et dire bon écoute Kevin, qu'est-ce qu'on fait, point A, point B. Tout se décide en temps réel et de façon extrêmement fluide. Donc ça entraîne les compétences à suivre des cibles visuelles simultanément et, comme je vous le disais, à construire des modèles en 3 dimensions qui sont complexes. Alors c'est important parce que la capacité à jouer avec les images mentales est corrélée avec la réussite scolaire en mathématiques, en sciences physiques et puis dans ce que les Américains appellent les matières techniques. Et c'est doublement important parce que ce sont dans ces jeux-là que les filles sont le plus rapidement éloignées. C'est-à-dire qu'il y a une organisation des garçons qui fait que tant que les filles ne sont pas pubères, ce sont de très bonnes copines de jeu. C'est à ce moment-là qu'il n'y a pas de problème à jouer avec la copine Kevina, même à Counter-Strike ou Medal of Honor ou que sais-je. À partir du moment où Kevina devient une très jolie jeune fille, bien là ça devient problématique. Enfin, ça devient problématique si c'est une très jolie jeune fille qui joue bien aux jeux vidéo. C'est insupportable, donc le clan des garçons va tout faire pour l'éjecter. Si c'est une très jolie jeune fille qui fait la bêtasse et qui dit qu'elle n'y arrive pas et qu'elle a 4 mains gauches et un seul pouce, et bien là, les garçons seront mais vraiment extrêmement gentils et feront tout pour l'aider. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que dès que les garçons se sentent en sécurité, c'est-à-dire très très souvent, ils agressent les filles et ils les excluent de leur partie. Ce qui fait que l'entraînement que les garçons ont dans ces jeux-là, les filles n'en bénéficient pas et ça fait partie des éléments qui aident à l'élimination des filles des cursus scientifiques et techniques. C'est pas le seul, puisque par exemple quand on regarde les notes des garçons et des filles pendant tout le lycée, les filles sont au moins aussi brillantes que les garçons, mais quand un garçon a 18 en maths ou en physique, on dit « Waouh, Kevin, yes, bravo !» Une fille à 18 en maths et en physique, on trouve que c'est normal, quoi. Donc au bout d'un moment, elles en tirent les conclusions, elles se disent « Bon, on ne veut pas d'elles et peut-être qu'elles ont mieux à faire ailleurs. » Donc vous avez, on a pu aussi voir qu'il y a d'autres types de jeux, puisque je vous ai parlé des jeux de stratégie en temps réel. Ces jeux-là vont participer au développement du raisonnement des joueurs. Et puis il n'y a pas que ça, puisqu'il y a la partie du jeu vidéo, puis il y a le voisinage du jeu vidéo. Ce qui est rigolo, c'est de jouer aux jeux vidéo et ensuite d'aller discuter avec les copains sur le forum, même sur le forum 1825 de jeuxvideo.com, et de dire tout ce que vous avez fait ou tout ce que vous n'avez pas fait. Et là, vous
bonne façon d'intégrer des modèles rhétoriques. Il y a une manière de s'adresser aux gens en public pour être entendu, et il y a une manière où on est à peu près sûr qu'on ne sera pas entendu. Donc les adolescents font un apprentissage de la prise en parole en public et ils apprennent que certaines choses provoquent immédiatement de l'énervement, que ça peut être très intéressant dans une discussion de provoquer de l'énervement pour que la discussion s'arrête, qu'ils apprennent à trouver très concrètement, et puis il y en a d'autres qui apprennent à construire un raisonnement et à amener à la communauté de joueurs leurs observations pour que les modèles de jeu progressent. Même sur un jeu aussi apparemment simple que Pokémon, vous trouverez toujours sur les forums de joueurs des gens qui ont développé des modèles mathématiques pour pouvoir faire évoluer plus rapidement Bulbizarre. Et ça tient la route, hein. Il y a des données, et puis ensuite il y a le modèle mathématique, et puis après on expérimente, et puis on discute avec toute la communauté des joueurs. Alors, en dehors du domaine cognitif, il y a aussi des éléments qui sont intéressants dans la vie affective et émotionnelle des joueurs, tout simplement parce que déjà le jeu vidéo c'est quelque chose de fun, et faire des choses intéressantes et trouver des émotions positives, c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. Il vaut mieux passer une adolescence ou une vie à vivre des choses sympathiques et positives que de vivre dans le stress, la rancœur, l'agressivité, la colère, que sais-je encore. Donc le fait il y a un effet de restauration qui est intéressant. Mais il n'y a pas que ça, puisque un jeu vidéo, en fait, c'est une boîte à stress. C'est un problème que l'on vous pose et vous devez le résoudre souvent dans un temps qui est limité ou avec la pression des autres qui risquent de résoudre le problème avant vous. Et donc on peut voir comme ça les joueurs apprennent à penser sous la pression. Hein, et ils apprennent aussi à résister au désarroi que suscite l'échec dans un jeu vidéo. Alors chez les plus grands, ça se voit un peu moins, mais quand vous prenez un joueur qui débute sa carrière de joueur vers les 6-7 ans, hein, et qui se prend une raclée sur sa Nintendo DS, il est complètement effondré. Et il faut vraiment beaucoup de courage pour oser rouvrir cette console, et puis repartir encore et dire, voilà, je vais battre cette fameuse ligue machin là, dans Pokémon, je vais finir par avoir sa peau. Donc il y a un apprentissage de la résilience qui se fait au travers du jeu vidéo, qui est quelque chose d'intéressant. Et puis avec le jeu vidéo comme avec le jeu tout court, vous avez l'occasion de construire et puis de consolider des relations sociales. C'est vraiment très très curieux parce que même sur des écrans aussi petits que cela, hein, et sur des jeux aussi simples, entre guillemets, que qui c'est que je vais nommer Candy Machin. Il n'y a pas de vie sociale sur Candy Machin, mais Candy Machin, ça reste un bon jeu. Clash Royale, vous faites une partie 1v1, 1 contre 1, et dans la partie, je peux vous assurer que vous sentez le moment où l'autre est brisé, le moment où il abandonne, quoi. Le moment qui est vraiment intéressant. Ça fait penser à Gary Fisher, qui était un très très grand joueur d'échecs américain, très très fou aussi, disait que ce qui était intéressant dans une partie, c'était le moment où vous sentez que l'autre était cassé en deux. Là, c'était très agressif aussi comme joueur, peut-être un peu très fou. Et même dans les parties en ligne, vous sentez ces moments-là. Vous sentez aussi des fois des moments de complicité. Vous êtes adversaires, vous êtes tous les deux joueurs, puis il y a des choses que les joueurs font à l'intérieur du jeu qui sont des clins d'œil qui vous sont adressés. Vous sentez que le gars, ou il se moque complètement de vous, hein, ou alors il plaisante avec vous, il vous fait une blague. Alors que ce soit dans des jeux comme ça ou dans des jeux où la vie sociale est plus complexe comme les MMO, les joueurs apprennent à vivre ensemble, à avoir des interactions. Ils apprennent à se connaître. Ils apprennent comme on apprenait dans les parties de cartes le dimanche. Vous savez, il y avait le poulet, il fallait absolument aller chez la belle famille de machin, manger le poulet, supporter ses beaux-parents. Et après, il y avait la partie de cartes. La partie de cartes, c'était le moment où on pouvait s'engueuler avec les beaux-parents sans s'engueuler vraiment avec les beaux-parents. C'était ça qui était fun. Tout ça, c'est au regard des enfants qui ne comprenaient pas trop et qui finissent au psychologue tôt ou tard. Et là, dans les parties de jeux vidéo, vous avez ça aussi. Hein. À force de jouer avec
avec Ouriagan, qui est le tank de votre guilde, vous savez que c'est un type qui est solide, sur lequel vous pouvez compter. Quand il dit je serai là à 21h, il est là à 21h, et devant l'instance, il n'est pas comme le tank secondaire qui vous dit je serai là à 21h, et à 22h30, il arrive comme une fleur en disant ah ouais, non mais en fait j'étais en train de farmer avec mon wawa, l'autre sur l'autre guilde. Bon, c'est pas ça. Pendant les parties, vous voyez aussi des gens qui résistent au feu. Il y a des gens qui se découragent très vite, quoi, qui disent non mais de toute façon on n'y arrivera pas, on n'a pas le level, non c'est pas possible, et qui vous mettent le moral à zéro. Et puis vous avez des gars qui sont capables de dire bon, on a échoué, ça ne fait que la 7e fois aujourd'hui, mais la 8e sera peut-être la bonne, allez on repart, et qui sont et donc ça donne ça donne aux joueurs, surtout aux plus jeunes, des modèles. Vous pouvez choisir de vous identifier au Cassandre du groupe qui dit que de toute façon ça ne marchera jamais et qui essaie de casser tout à chaque moment. Puis vous pouvez aussi vous identifier à des modèles qui sont un peu plus positifs. Donc voilà, sur ce que l'on commence à comprendre un peu mieux maintenant par rapport aux jeux vidéo, c'est que ce sont à la fois des jeux comme les autres, parce qu'ils sont des vecteurs intéressants pour la vie cognitive, pour le développement cognitif, pour la vie émotionnelle et affective et pour la vie sociale des joueurs. Ils sont aussi des jeux qui ne sont pas comme les autres, parce que ce sont vraiment des dispositifs qui ont été soigneusement construits pour soutenir la motivation des joueurs. Génération après génération, les programmeurs de jeux ont appris comment construire des modèles qui attirent l'attention des joueurs, qui donnent envie de jouer, avec des musiques sympas qui arrivent au bon moment, ou avec des effets sonores qui sont tout aussi sympathiques, ou avec des grandes surprises scénaristiques. Hein. Je pense par exemple à je crois que c'est dans Call of Duty, hein, où il y a... parler d'appétence des classes. Alors, l'addiction aux jeux vidéo, moi je la mets de côté. Hein. Je pense que sur la table, vraiment, il n'y a pas suffisamment d'éléments qui permettent de dire qu'il y a de l'addiction, parce qu'il n'y a pas, par exemple, le syndrome de manque, qui est un des grands critères de l'addiction. Il peut y avoir des joueurs qui sont vraiment des joueurs problématiques, c'est-à-dire des personnes qui vont jouer beaucoup, mais le moteur de cet excès, c'est toujours une difficulté personnelle du joueur, qui est préexistante aux jeux vidéo. Par exemple, typiquement, ça va être quelqu'un qui va déprimer, qui va développer des troubles anxieux et qui va commencer à jouer un peu plus aux jeux vidéo que d'habitude, parce que ça lui amène des choses qui sont sympathiques. Donc quand vous êtes déprimé et que dans la journée, vous pouvez récupérer, pour parler comme un joueur de jeux vidéo, pour plus 10 en joie de vivre, vous prenez. Mais plus vous appuyez sur ce mécanisme-là, moins vous avez de chances de régler vos problèmes. Parce que les problèmes, quand vous rentrez dans le jeu vidéo, ou quand vous rentrez dans le jeu, les problèmes, vous les laissez de côté. Quand vous sortez, ils restent intacts. Et même pire, des fois, quand vous sortez du jeu, les problèmes se sont accumulés parce que vous êtes couché à 2h du matin, donc le lendemain, quand vous allez au travail, vous n'êtes pas tout à fait frais, etc. Donc je crois que ce que les gens appellent addiction aux jeux vidéo, c'est plus l'expression d'un problème ou d'une psychopathologie qui est préexistante au jeu que d'une véritable addiction. Alors la dernière chose, je crois, hein, parce que je suis très bavard, il y a parmi les choses qui sont problématiques dans le jeu vidéo, il y a la manière dont les minorités vont être représentées dans les jeux. Alors j'hésite parce que dans les minorités, il y a les femmes. Alors c'est un peu curieux parce que les femmes, c'est quand même la moitié de la minorité, moitié de l'humanité. Mais dans les jeux vidéo, elles sont toujours représentées de façon très très stéréotypée. Ça commence à changer un peu. Hein, je ne saurais pas trop dire pourquoi, peut-être parce que les maisons d'édition ont compris qu'on peut gagner autant d'argent sans mettre les filles en stream brésilien. Hein, mais d'une façon générale, les filles sont représentées dans les jeux vidéo de deux façons. Ce sont ou des bimbos, ce qui est intéressant. Hein, s'il n'y avait pas que ça, ce serait quand même mieux. Des bimbos, des
des personnages secondaires qui sont dans des grands trous. L'exemple type, c'est la princesse Peach. Au début de Mario, n'était là que pour être sauvé. Et la troisième façon dont elles sont représentées, c'est l'absence. Dans les jeux vidéo où les femmes n'existent même pas. Donc c'est tout à fait ça. Je vous dis que ça évolue un peu parce que même un personnage aussi transparent que Peach est devenu un personnage qui a une histoire, et qui a des pouvoirs, et qui est même devenu un personnage jouable. Avant, c'était un personnage qu'il fallait aller sauver avec un biais, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Mario arrivait pour sauver la princesse Peach, on lui disait trop tard, Mario, la princesse Peach est dans un autre château, ce qui laisse entendre que la princesse Peach n'était peut-être pas la demoiselle en péril que Mario voulait bien s'imaginer, et que peut-être le fun de la princesse Peach, c'est aller avec le méchant dragon. Peut-être que Mario, ça ne l'intéresse pas et qu'elle préfère le bad boy, parce que ça se voit quand même beaucoup, et pas simplement dans les lycées. Alors, il n'y a pas que les femmes qui sont présentées de façon très stéréotypée, il y a toutes les minorités. Si vous êtes noir, franchement, vous avez un problème. Enfin, noir dans les jeux vidéo, si vous êtes noir dans la vie, c'est pas nécessairement un problème, Dieu merci. Mais noir dans les jeux vidéo, c'est représenté généralement comme un indigène. Il y a un exemple qui est souvent cité, s'il y a un Resident Evil qui est un jeu de survival horror, c'est The Walking Dead dans un jeu vidéo. Donc, c'est la panique totale. Il se trouve que l'éditeur de jeu a eu la très bonne idée de placer l'action en Afrique. C'est très rare qu'il y ait des jeux vidéo qui se passent en Afrique. Là, ça se passe en Afrique. Et les zombies africains sont décrits comme beaucoup plus méchants que les zombies américains. Pourquoi? À cause de la génétique. Parce que vous savez bien que le noir, génétiquement, il est supérieur au blanc. C'est normal, ça. Donc, le zombie noir est extrêmement agressif parce que génétiquement, il est noir, donc plus dangereux. Donc voilà, ce sont des choses comme ça qui sont plus par maladresse, je crois, que par racisme véritable. Je crois que c'est juste ça. Les handicapés sont aussi présentés de façon très stéréotypée, où ce sont des handicapés à la professeur Xavier, mais ça correspond à toute la culture populaire. Professeur Xavier, vous savez, c'est le gars chauve dans les X-Men, qui est en fauteuil roulant. Bon, moi je veux bien avoir un fauteuil roulant si j'ai les pouvoirs du professeur Xavier. C'est le deuxième mutant le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité. S'il a un fauteuil roulant, c'est parce qu'il a envie d'être en fauteuil roulant, il n'y a pas de souci. Ou alors, ils sont handicapés, mais pour montrer à quel point ils sont méchants. Donc la disgrâce physique ou le handicap physique est là pour souligner la disgrâce morale. Le seul handicapé qui est montré de façon réaliste, c'est un personnage de GTA. Voilà. Un des jeux les plus critiqués. Il présente un handicapé d'une façon tout à fait réaliste. C'est un type c'est un dealer qui est dans une chaise roulante. C'est un vrai salaud. Mais c'est un vrai salaud, même s'il n'était pas dans une chaise roulante, on comprend que ce serait un vrai salaud. C'est pas le handicap qui l'a rendu méchant. Il est comme ça, on peut être handicapé et dealer et être en plus un salaud total. Alors, sur les histoires de représentation des minorités, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que même si probablement on peut se dire que la façon dont ces minorités sont présentées dans les jeux vidéo est problématique, il faut garder à l'esprit que les gamers et les gameuses ont un cerveau, et que l'impact des images des médias n'est jamais direct et automatique. C'est-à-dire que le joueur interprète les images et il en fait quelque chose. Il choisit d'accepter le stéréotype qu'on lui présente ou pas. Et dernière chose, c'est que l'impact des médias est toujours largement plus faible que l'impact du groupe primaire de socialisation dans lequel vit la personne. S'il y a des stéréotypes de genre qui sont véhiculés par les parents, le problème viendra plus de là que du jeu vidéo. Et si au contraire, au cours des discussions, ces stéréotypes sont discutés, eh bien leur impact sera largement diminué. Donc voilà, je fais semblant de regarder, mais je ne sais même pas à quelle heure j'ai commencé comme j'étais en retard. Pour ce que je voulais vous dire pour lancer la discussion, le truc à emporter, c'est que
jeux vidéo font partie de la culture juvénile des enfants maintenant, c'est vraiment une composante qui est importante. Puisque je vous ai parlé des aspects positifs et des aspects négatifs, ces aspects dépendent en très grande partie de l'action des grandes personnes qui sont autour des jeunes joueurs. Hein. C'est vraiment les parents, les éducateurs qui vont faire la différence. Si un jeu vidéo éduque un enfant, le problème c'est pas le jeu vidéo, le problème c'est qu'il n'y a pas d'adulte à côté de cet enfant pour l'éduquer.